Yes. Moi, ce que je trouve de fantastique avec les podcasts, là, c'est que les introductions, j'ai pu à me casser la tête avec ça. Je me suis longtemps cassé la tête avec les intros en télé. Puis c'est le bout que je détestais le plus. Là, quand on est prêt, on commence. Puis c'est un des points que j'adore du podcast, mais la spontanéité, moi, je trouve ça génial. Fait que, parlant de spontanéité, on va faire un toast. Mathieu Perron, historien, qui a accepté mon invitation sur le podcast du Chien Chaud pour parler. En fait, la première commande que. Non, je vais commencer par le pourquoi j'ai pensé à avoir un historien. En fait, j'ai eu longtemps le fantasme de travailler avec Serge Bouchard, qui est anthropologue. Puis dans le merveilleux monde de la télé, tout ce qu'on m'a dit depuis 2007, à toutes les fois où j'ai demandé, on me disait « Ah, Serge, il est très en demande. » Après ça, c'était « Serge, il vieillit, je suis pas sûr que... » Puis là, je laissais mourir ça en faisant confiance à tous et chacun qui me disaient que ce serait probablement pas possible. Puis quand j'ai appris que Serge était décédé, j'ai passé à côté de quelque chose. Puis j'étais un peu frustré envers moi-même de m'être dit pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout, puis pourquoi tu l'as pas fait toi-même la demande. J'avais besoin de... Tu sais, il y a historien, il y a anthropologue, il y a éthologue, il y a biologiste. À un moment donné, il y a plein d'univers qui s'entrecroisent, mais j'ai fait comment je suis arrivé à toi, en fait, c'est assez simple. J'ai demandé à Laurent Turcot. Puis Laurent m'a dit écoute, peut-être que Mathieu pourrait être intéressé par ça. Tu travailles avec Laurent, je pense. Tout à fait, oui, je travaille avec Laurent depuis le début de mon doctorat, en fait. C'est mon directeur de thèse à l'UQTR. Mais je suis aussi partenaire, accompagnateur dans ses projets médiatiques, puis son projet de chaîne YouTube, surtout, là, c'est ça. Qui est excellent. J'espère, je sais pas. Moi je sais ça, je l'accompagne dans des fois de sujets, parfois, j'écris des scripts, je fais de la recherche, j'essaie d'y donner quelques noms aussi de partenaires, là, puis voilà. Ça fait 5 ans, là, la chaîne, là, quand même. Fait que t'es quand même relativement impliqué sur la chaîne. Moins ces derniers temps, un peu plus au début, parce qu'il y avait une plus petite équipe, là, mais oui, c'est ça. Là, j'y ai écrit un script il n'y a pas longtemps, là, c'était justement sur l'histoire de la bière. Là. Ça, c'est un de mes dadas depuis quelques années, donc voilà. Puis, dis-moi un petit peu plus sur qui tu... Parce que je pense que t'es... En fait, le peu que j'ai vu en fouillant sur toi, j'ai fait un... Puis en jasant aussi, je pense que j'ai fait un lien entre ce que t'es à ton univers puis ce que je suis à mon univers. Je pense qu'on est deux généralistes. Exact, ouais. Puis c'est pas toujours facile d'être... En fait, j'étais un entraîneur. Tu sais, je pense, comme je l'ai dit à quelques reprises déjà, c'est quelque chose que j'ai tassé un peu pour le moment. En tout cas, je connais pas l'avenir, mais pour le moment, ce qui me fascine, c'est vraiment la place du chien dans la société. Ouais. Puis c'était un incontournable pour moi dans l'histoire. Ma première commande que je t'ai passée, en fait, c'est les chiens en Amérique du Nord, puis les peuples autochtones qui étaient là. Puis ça, comment c'est arrivé, comment ça s'est installé? Ça, c'est ma commande, mais là, je veux revenir avant d'aller là, je veux revenir à qui tu es. C'est ça, comme généraliste. Parce que t'enseignes, en fouillant, j'ai vu que tu faisais pas juste un projet dans la vie, puis tu n'étais pas qu'un professeur et tu n'étais pas qu'un collaborateur de Laurent. T'étais plein de choses. Je veux que tu élabores un peu pour que les gens savent un peu aussi. On commence à jaser hors micro. Hein, c'est ça, en généraliste, que ce soit des chimistes, que ce soit des biologistes. Hein, on est spécialiste au bout d'un cheminement universitaire, souvent, mais on est spécialiste en pas mal de choses, en fait. Puis c'est ce qu'on nous demande, en général, d'être généraliste. C'est ce que la société nous demande. Puis, en tant qu'historien, c'est ça. Moi, je suis spécialiste dans ma maîtrise, mon doctorat, en histoire de l'alcool, des tavernes et de la fiscalité. Donc, c'est sexy et pas sexy à la fois. Donc, on me pose souvent... On m'a souvent posé des questions sur 10 000 sujets qui ne sont pas tout à fait directement en lien avec mes recherches. Puis, c'est ça, avec l'aventure de Laurent, mais d'autres projets aussi, je me suis aperçu que je suis aussi recherchiste, curieux à la base, mais j'ai une méthode historienne qui fait que je suis capable de les chercher des informations, les colliger, puis
puis les rendre de façon buvable en général. Tu fais un lien Exactement, de façon voilà. buvable. Puis c'est ce que je souhaite que tu fasses ce matin dans ta première intervention, mais avant de se lancer là-dessus, je suis curieux de savoir ton rapport au chien, personnellement. Oh là là. Je suis pas un grand amateur de chiens, d'animaux domestiques. J'ai eu 2 chats dans ma vie. Par contre, les chiens sont autour de moi. Je viens d'un milieu plutôt classe moyenne, de la banlieue, de la Rive-Sud. Et le chien était ultra présent dans ma vie, dans le sens que tous les voisins avaient des chiens. Ma soeur a un chien. Ma mère a eu un chien longtemps. Ta mère a eu un chien pendant que tu étais à la maison? Ou? Non, après que je sois parti, justement. Je pense qu'on va se développer un sujet, là. C'est la présence du chien maintenant dans notre société est vraiment particulière. Et ben voilà. Puis aussi, je travaille avec les personnes immigrantes. Je travaille en francisation, entre autres. Donc, j'accueille dans des classes de francisation. Et souvent, c'est un sujet intéressant. C'est justement le rapport des gens de l'extérieur par rapport aux animaux, mais aux chiens en particulier. Des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Asie. Puis, c'est complètement différent par rapport à notre société. Donc, c'est intéressant. C'est devenu un fait culturel. Ouais. Même à travers ton métier. Ben oui, parce que, je veux dire, vous avez... on dérive déjà, là, mais... C'est parfait. Récemment, là, les chiens ont été introduits dans le métro. Là. Ça a été autorisé, un projet pilote. Mais c'est un sujet de discussion que j'ai entendu par rapport à des gens. Une certaine inquiétude, parce que... Normal, oui. Un chien, je ne sais pas si vous vivez à Yaoundé, au Cameroun, le chien, c'est pas nécessairement une bête sympathique. Ça peut être aussi une forme de menace, parce que c'est pas tout le temps des chiens domestiqués, pédigrés et tout. Et donc, la réaction de gens, que ça fait 20 ans qu'ils sont au Cameroun, puis ils débarquent, puis là, il y a un chien dans le métro, c'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant ce que tu amènes, parce que, tu sais, comme société, on se questionne, sauf que là, tu amènes un questionnement par rapport à l'immigration. Là, ça vient de l'externe. En fait, culturellement, le chien chaud, va se questionner là-dessus. On va aller visiter d'autres pays, d'autres cultures. Pour, en fait, ça, c'est une mission un peu personnelle, parce que ça vient avec mes questionnements par rapport à la place du chien dans notre société. Puis je veux que les propriétaires de chiens et que les Québécois réalisent que culturellement, la façon qu'on vit avec eux, c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs dans le monde. Fait que, il y a la Chine qui a même des festivals où là, c'est pas tous les Chinois qui mangent des chiens. Mais il y a un festival en Chine où il y a un élevage de chiens qui est fait pour éventuellement les manger. Donc, le Maroc, le Mexique, avec... Fait que, tu sais, là, c'est... Ma copine est camerounaise, puis il y a certaines régions au Cameroun où ils mangent du chien. C'est pas... pour vrai? Oui, c'est pas... dans d'autres, pas du tout. Donc, c'est un fait culturel. Puis comme tu dis, oui, ça change selon l'endroit dans le monde, mais ça change aussi avec le temps, tu sais. Déjà, juste appréhender la façon dont nos grands-parents, par exemple, voyaient le chien dans la famille. C'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Puis c'est probablement pas la même chose. Ça sera pas probablement la même chose dans 15, 20, 100 ans. Donc, ça change aussi dans le temps. Donc, l'étranger, c'est dans l'espace, mais c'est aussi dans le temps. Puis que plus on remonte en arrière, plus on s'aperçoit que ces faits de culture, par exemple, le rapport au chien et l'homme, ça se transforme. Il y a des constantes. Il y a des choses qui restent, mais il y a des choses aussi qui se transforment. Et c'est ça qui est intéressant souvent à explorer. Les petites différences qui nous fait faire « wow », c'est vraiment c'est space, c'est étrange. Fait que ma commande, par rapport à l'Amérique du Nord, elle est... Je réalise que probablement qu'elle est plus pointue que je pensais. Dans le sens que... Toujours plus pointue ce qu'on pense quand on pose une question. On n'a pas commencé, puis j'ai le goût de faire 5 épisodes avec toi, tu sais, parce que je pense qu'il y a des univers fascinants à découvrir par rapport à ce phénomène. Tu sais, la place du chien dans la société québécoise, mais dans le monde. Moi, il y a une photo qu'une amie m'a envoyée dernièrement des chiens au Maroc. Puis on voyait les chiens à droite, puis les humains à gauche, parce que c'est des chiens
Ben, je sais pas quel terme utiliser. Domestiquer. Il faut chiens, définir la domestication. exact. Mais bref, il y a des C'est chiens. un sujet intéressant. On pourrait commencer par là. Hein. La domestication, ça veut dire quoi? Tu veux-tu Ben, te lancer là-dessus? On peut, là. Je peux improviser. Hein. Déjà, enfin, mon prof, là. Tu sais, domestication, ça vient d'où? Tu sais, le mot domestication, ben, ça vient de domos. Ça vient d'une langue. C'est quoi, domos, c'est grec. C'est latin. Je sais plus. Ça veut dire la maison, en fait. Ça veut dire rentrer dans la maison. La domestication, c'est faire rentrer dans la maison. Et il y a une origine à tout ça. Hein, c'est pas, le chien ne fait pas partie, n'est pas compagnon de l'être humain de toute éternité. Hein. Ça fait pas si longtemps, en fin de compte. Hein. Les estimations parlent d'à peu près 9000 ans, la première domestication des chiens. Qui avait l'air de quoi? Exactement, se poser la question aussi, hein, de domestication, à partir de quoi? Ça veut dire que on prend une créature, une bête sauvage ou un animal qui vit dans la nature et on le transforme, en fait, en le faisant venir dans notre univers. Donc, à la base, je t'apprends probablement rien. Ça vient des loups, en fait, les canidés, qui, il y a à peu près 9000 ans, c'est à peu près à ce moment-là que, selon une certaine théorie qu'on appelle la voie de la communale, je veux dire, commensale, pardon, la voie commensale. C'est-à-dire que une des théories qui explique la première arrivée du chien dans l'environnement humain, ça serait des loups qui se seraient approchés des campements humains pour manger les restes de la chasse. On retourne à l'époque où on va chasser des grands mammifères, là, les mammouths, les mastodontes, les élans, des choses comme ça. Et donc, si vous avez déjà fait de la boucherie, tu dis que tu venais de la campagne, toi, tu as déjà vu ça probablement, faire cochon. Ça reste, il y a quand même des restes qui restent, hein, particulièrement les os. Et donc, les os, c'est bon. C'est bon pour faire de la soupe parce qu'il y a de la moelle à l'intérieur. Puis ça, c'est extrêmement... c'est gras, il y a beaucoup de nutriments. Et ce qui attirait probablement les loups, surtout en période peut-être de disette. Il y a un tas d'os, les loups viennent, puis ils viennent grignoter les os. Puis cette idée là, du chien qui bouffe des os, c'est encore très présent, hein? C'est là. Hein? Puis, voilà, ce serait qui serait amené à une proximité entre le loup, figure qui est en général dans la culture assez menaçante, et de l'homme, ce rapprochement-là, ça serait là. À la base, puis là, je suis parti, là, mais à la base, c'est pas nécessairement quelque chose qui est donnant-donnant, dans le sens que c'est plutôt le chien qui parasite, en fait. Il bouffe les... C'est un vidangeur. C'est ça, c'est un vidangeur. Le loup... C'est un concept que la société d'aujourd'hui veut pas trop entendre. En effet, c'est intéressant. Il vient manger les restes, puis l'homme... L'être humain n'a pas trop d'intérêt. Là. C'est quand même pas agréable d'avoir un loup qui tourne autour de votre campement. Mais c'est progressivement, en fait, qu'on va trouver une utilité. On va trouver un intérêt à avoir un compagnon comme le loup. Hein, vous aviez, à une époque reculée, vous aviez d'autres bêtes qui tournaient autour des campements. Imaginez-vous, hein, ces grands félins comme des lions, éventuellement, hein, des grosses bêtes qui peuvent aussi capturer votre progéniture ou vous-même. Avoir un loup, ça va réagir, ça va se dresser, ça va sentir venir le danger. Alors, ça devient comme un système d'alarme. Encore une fois, c'est encore très présent dans l'imaginaire, le chien de garde. Il est devenu utile, mais par la force défaut, des... c'est ça. C'est pas une intention. C'est pas... On recherche pas à domestiquer le chien. Ça, c'est intéressant, Mathieu, parce que dans l'univers de beaucoup de gens qui aiment voir le chien comme toujours le chien ou le loup dans son évolution, comme toujours le plus fidèle compagnon et le plus... Puis là, la bravoure de l'homme... Oui, il y a un côté romantique. Puis d'avoir, entre guillemets, dressé. Mais en fait, il faut être humble, je crois, en se disant, on a posé des gestes, de se débarrasser des abats ou des os. Hein, puis là, le plus paresseux des loups, puis probablement, en tout cas, c'est parce que je sais pas. Le plus opportuniste. Le plus opportuniste, mais tu sais aussi, le loup qu'il y avait dans le temps, c'est pas le loup qu'on a aujourd'hui, probablement aussi. Ça devait être
Ben non, ben oui, c'est vrai. Ben écoute, il y a deux choses que tu exprimes là. Je vais faire mon intello, là. Ça s'appelle la contingence. C'est-à-dire les choses qui arrivent par hasard, en fait. Puis ça, c'est un hasard. C'est un gros hasard qui Faut pas prendre le mérite de tout ça. Ben éventuellement, en rétrospective, quand on se raconte des histoires, des mythes, des légendes, ben on va donner des explications à tout ça, là. Mais c'est en gros, ça serait un événement contingent. Puis on ne sait même pas si c'est arrivé une ou deux fois. Parce qu'il y a comme deux grandes familles de chiens. Là. Tu parleras avec des biologistes. Tu aurais les chiens d'origine asiatique puis les chiens d'origine européenne de l'Ouest. Là. Fait qu'il y aurait comme Ben, deux principales souches. C'est deux théories. Et on ne sait pas. Il y en a une qui dit ça, puis il y en a un autre qui dit que c'est arrivé seulement une fois. On ne sait pas trop. Probablement dans le coin de la Sibérie. Puis ce que tu m'amènes à poser, c'est à savoir, c'était quoi à la base? Est-ce que c'est vraiment un chien ou un loup? Ben, tu sais, c'est quoi? Il y a eu une découverte, il n'y a pas très, très longtemps, en 2018, en Sibérie. On a trouvé, tu sais, vous savez, ça décongèle un peu partout dans le monde. On ne le voit pas trop aujourd'hui avec la neige, là, mais ça décongèle. Puis, en Sibérie, vous avez des sols, ce qu'on appelle des sols, des permasols, c'est-à-dire des sols qui sont gelés en permanence. Mais là, ça se réchauffe dans ce coin du monde. On trouve de plus en plus de restes congelés. C'est comme si le décongélateur, il y a quelques milliers d'années, se décongèle. Puis on a trouvé, en fait, un chiot. Ça s'appelle un chiot. Puis les scientifiques n'ont pas trouvé qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'était, cette affaire-là? C'est-tu un loup? C'est-tu un chien? En fait, il y a probablement une certitude, c'est que c'est un canidé. Exactement. C'est un canidé. Ça a tous les traits d'un loup, mais c'est pas tout à fait. Donc, on ne sait pas trop. On l'a appelé, on l'a baptisé d'après une langue locale, le dogar. Dogar, puis là, c'est une sorte de jeu de mots en anglais aussi. C'est un chien ou, dog or. Donc, dans la langue locale, ça signifie ami, ce qui est quand même un très bon choix. Qu'est-ce qui signifie? Dogar. Dogar en langue, signifie... dans la langue du régional, en Sibérie, dogar, ça veut dire ami. Puis si on le prend en anglais, dog or, qui s'est transformé ou quelque chose. Wow. On ne sait pas trop. Donc, à peu près il y a 9000 ans, on ne sait pas trop. Non, 18 000 ans celui-là. Donc, 18 000 ans. Donc, on ne sait pas trop. Ça serait peut-être un indice de la première domestication, ou du moins de ce qui ressemblait à une domestication. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais c'est la recherche de vérité est rassurante pour bien des gens, sauf que je pense que toutes ces théories-là, tu sais, c'est... En fait, s'il y avait une vérité, il y aurait une théorie qui serait une vérité. Ouais. Mais je pense que ce que tu parles, si je me trompe pas, est-ce que tu as vu le nom de Rick Oppinger passer qui était un biologiste éthologue qui est décédé il y a une dizaine d'années, je crois. Lui et sa femme qui ont écrit le livre Dogs, qui malheureusement n'a pas été traduit, mais pour moi, c'est une petite Bible. Peut-être un projet, peut-être un éditeur qui va écouter. Je le souhaite parce que ce livre-là mérite d'être traduit parce que toute la communauté francophone qui ne parle pas anglais, qui ne lit pas en anglais, n'a pas accès à ça, mais lui et sa femme parlent un peu plus en longueur de ces théories-là. Ouais. Fait qu'on a un éthologue, biologiste et musher, qui avait ses chiens de traîneau. Fait que là, on a tout ce rapport-là de Rick Oppinger avec les chiens et de sa femme qui nous amène sur toutes ces pistes-là. On n'est pas dans les vérités, c'est ce que j'aime. Puis, ça amène des prises de conscience. En tout cas pour moi. Puis, tu sais, quand on réalise que le chien est un vidangeur, dans ses origines, puis là, ça me fait me questionner sur l'alimentation. C'est quelque chose que je veux aborder éventuellement. Aujourd'hui, on les nourrit avec des croquettes. Pour moi, des croquettes, si on y pense, il y a tout le marketing qui se fait autour de ça, mais au fond des choses, des croquettes, c'est fait pour du bétail. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la méthode en sciences en général, que ce soit en sciences humaines ou en sciences naturelles. La méthode, c'est une enquête. Une enquête basée sur quoi, en fait? On est comme des chiens pisteurs. On cherche des traces. Un chien, il ne va pas avoir
Il ne va pas avoir une ligne qui se dessine. Hein. Quand il fouille, il va sniffer à gauche, il va sniffer à droite, il va trouver des traces un peu partout, puis à un moment donné, il va arriver vers quelque chose. Imaginez-vous qu'un chercheur, c'est ça. On cherche des traces, puis des traces, on ne sait pas. C'est contingent, justement. Ouais. Ça arrive des fois. Puis quand on en trouve une, tant mieux. Puis là, on peut essayer de relier les traces, puis essayer d'expliquer, trouver une piste. Fait que oui, en effet... Qui a le plus de sens possible. Il faut trouver du signifiant, parce que on doit communiquer ça à un moment donné, puis que les gens doivent comprendre, justement, plus de sens possible, pour que ça ait du sens, justement. Puis ce que tu disais par rapport aux croquettes, c'est intéressant, parce que c'est un signe aussi, le fait que le loup va éventuellement se transformer en chien, ça va être lié aussi au changement, en fait, dans l'alimentation de la bête. Les chiens-loups qui vont vivre autour des chasseurs-cueilleurs, là, des chasseurs de mammouths et compagnie, éventuellement, ces chasseurs de mammouths, il va y avoir des peuples qui vont se sédentariser ou du moins commencer à produire des aliments à partir de l'agriculture. Mm-hmm. Les restes d'agriculture, qu'est-ce que c'est? C'est certainement pas que des os, peut-être des os de poulet, mais c'est surtout des amidons, hein, le starch, des féculents. À partir du blé, de l'avoine, de l'orge, etc. Et donc, les chiens vont se nourrir de ce que l'homme a. Et de la bête carnivore loup, le chien va devenir une sorte d'omnivore qui va bouffer, encore tu dis, les restes de table. Les restes de porridge, là, de gruau que les gens mangeaient à cette époque. Et c'est ce qui va contribuer à transformer la bête en ce qu'on a aujourd'hui, éventuellement. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des... je pense que je peux utiliser le mot scandale un peu dans l'industrie des croquettes par rapport au rapport à cette alimentation-là. Fait qu'il y a des nourritures sans grains. OK. Puis là, on va... Puis là, je prends pas position aujourd'hui. Là. Je raconte. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que dans l'industrie, on se dit... c'est parce qu'un chien, ça devrait manger de la viande, c'est ça? Là, on décide de plein de scénarios. Et on le marketise. Je peux te dire ça comme ça? Oui. Je sais pas si j'invente un mot. Puis là, si une compagnie décide qu'elle met l'accent sur le fait que le sans grain, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'un loup, ça ne mange pas du grain... là, on market ça, puis là, on en fait. Et de l'autre côté, il y a... Puis là, je suis pas en train de me positionner. Je suis pas dans le pour ou contre le sans grain ou le grain. Mais il y a eu des scandales dans l'industrie de la croquette, là, dernièrement. Wow. Puis là, c'est en train de se révoluer. Il y a une petite révolution, là, présentement, parce que il y a un manque de ressources. Oui, alimentaire mondial. Viande, céréales. Fait que là, il y a des compagnies qui ont commencé à travailler avec les insectes. Il y a des compagnies qui ont commencé à travailler avec les algues. Fait qu'on est en train de changer. Pour nourrir le chien. Pour nourrir le chien. Mais mon point de vue par rapport à ça, c'est que tout le monde a raison. C'est correct dans le sens que si à la base, on considère que le chien est omnivore et qu'il est un vidangeur, je pense qu'il va être capable de tirer profit d'à peu près n'importe quelle protéine, puis qu'il va être capable de la métaboliser relativement bien. Je sais pas ça. Moi, je suis pas biologiste, mais c'est intéressant. Là, c'est juste un point de vue personnel par rapport à l'information que tu as traitée. Mais je suis pas biologiste non plus, puis je veux pas prétendre l'être, mais j'essaie juste de faire du sens avec l'information que je ramasse depuis plusieurs années. Puis, moi, présentement, mes chiens, mes pensionnaires sont nourris avec une formule sans grains. Ça va très bien. Puis, je ne prône pas tant que ça le sans grains, mais j'ai une formule qui va bien, mais je suis conscient que je donne des croquettes. Puis je me dis, il y a probablement mieux que ça dans la vie pour nourrir le chien. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux? Puis là, je me réfère un peu à ce que nos grands-parents faisaient, puis arrière-grands-parents. Les chiens mangeaient des restants de table. Il y a un rapport économique. Là. Justement, tu parles à tes grands-parents, mais on parlait tout à l'heure de l'élevage, là, une petite discussion qu'on a eue avant. Là, c'est ça, l'élevage. Hein, c'est tout l'enjeu, c'est comment nourrir ta bête. Pourquoi
élever des ovins, là, des moutons, puis des chèvres ou des bovins, là, des bœufs, puis machin, ben pourquoi on peut arriver à des grandes échelles? Ben, c'est parce que ça bouffe De la moulée ou de l'herbe ou du grain. Donc, c'est une étape, puis ensuite, nous, on mange le steak, puis la saucisse, puis machin. Alors qu'élever, souvent des déclics, c'est OK, mais élever, par exemple, je sais pas, moi, des carnivores. On parlait, pour la fourrure, là, on élève comment dire? Du renard. Du renard, par exemple, ou ben, ça coûte extrêmement cher. Pourquoi on n'élèverait pas des lions, par exemple? C'est peut-être bon, je sais pas, j'ai jamais goûté. Tu parles de la viande? Oui, mais imaginez-vous que ça coûte extrêmement cher. Produire de la viande, ça coûte cher. Et ensuite, nourrir un carnivore, c'est encore plus cher. Donc, il y a comme un calcul économique là-dessus. Et ce qui est intéressant si on retourne aux chiens, ben c'est ça, c'est un des animaux un des animaux domestiqués, disons, les plus anciens, mais c'est un carnivore. Omnivore. Qui est devenu omnivore par la force de la domestication. Mais justement, pourquoi? Ben, parce qu'à un moment donné, écoute, chercher une mammouth, il n'y en a plus de mammouth éventuellement. Ouais. Puis tu sais, je regarde les chiens au Mexique, par exemple, qui vont se nourrir dans les dépotoirs. Tout à fait. Puis qui ont une espérance de vie plus courte, oui. Mais en même temps, puis là, ça c'est complètement un autre sujet, mais je suis certain que c'est pas si loin que ça. C'est l'urbanisation. Là, on va vite, là, on enchaîne mais l'urbanisation, en fait, pourquoi les chiens à Mexico ou à Douala ou à Dakar ou à Athènes, ils se promènent dans les rues, tu sais? Ben, c'est parce qu'il y a des déchets. Puis les déchets, il est encore un vidangeur. Et les déchets, ben, il est produit par l'homme et concentré dans les villes où il y a beaucoup d'hommes qui produisent des déchets. Fait que ben, il faut que ça sorte. Hein. C'est ça la nature. Ben, le chien ou le cochon dans les villes, ben, écoute, là, on passe vraiment du coq à l'âne. Mais à Montréal, écoute, on ne remonte pas si loin que ça. Là. On remonte à un peu plus de 100 ans, là, 140 ans. Là. Imaginez-vous que dans les rues, ici, là, pas très très loin, là, ben, il y avait des cochons. Les cochons, ben, c'est bon, hein, tout est bon un cochon, mais le cochon, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il ramasse les poubelles. Parce que le service de poubelle n'était peut-être pas si efficace qu'aujourd'hui. On dit toujours qu'à Montréal, c'est pas beau, puis qu'il y a beaucoup de déchets. Ben, imaginez-vous qu'à une certaine époque, c'était encore plus vrai. Et les animaux domestiques, c'était ça. C'était des vidangeurs, entre autres. C'était une façon de gérer ce problème-là. Quelle année environ? 1830, 1840, 1850. Je pense que juste les premiers règlements pour contrôler les cochons puis les vaches en ville, si ma mémoire est bonne, là, c'est 1850, 1860. Donc, c'est quand même assez récent. Hein? Ouais, là, Mathieu, c'est clair qu'on a une série à faire ensemble parce qu'on n'a pas commencé. Puis là, moi, là, ça me fascine, là, ce que tu m'amènes. Puis ça me nourrit, tu sais, dans mes questionnements, puis dans ce que j'ai le goût d'apporter aux gens qui écoutent le Chien Chaud aussi. Mais je savais pas que tu avais cette... en fait, tu t'es nommé un peu comme généraliste, un historien généraliste. Ben là, je m'en rends compte. C'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin que les commandes que je te passe concrètement. Mais j'aimerais ça essayer de me discipliner un peu, ce qui n'est pas facile pour moi. Tu sais que ma commande précise, à laquelle on va revenir, était les origines. Tu sais, la question que je t'ai posée principalement, c'était en Amérique du Nord. Quand ils sont arrivés ici, puis là, on parle aussi, on disait que les Vikings étaient arrivés 500 ans avant. Fait que, tu sais, dans toute cette chronologie-là, quand est-ce que le chien est apparu? Puis j'étais curieux aussi par rapport au peuple autochtone qu'il y avait ici. Fait que c'était rapport-là. Je vais faire mon... je vais parler en latin, le disclosure. Là. Je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas spécialiste de la préhistoire, donc je me suis informé auprès de certaines sources, mais je ne suis pas spécialiste. Okay? Ouais. Donc, par contre, ce que j'en ai résumé, j'en ai compris, ben,
tu sais probablement que les premiers êtres humains, les premiers peuples autochtones qui ont débarqué à partir de la Sibérie, on revient avec ce que je t'ai dit tantôt, les premières traces avec la Sibérie, la première domestication, c'est en Sibérie. Ils ont traversé le détroit de la Béringie, le détroit de Bering. Tu sais un peu ce que c'est tu as l'Alaska, puis tu as l'extrême-orient russe en Sibérie. C'est très proche, hein. C'est ça. Il y a quelques centaines de kilomètres entre les deux. Et lorsque le climat était un peu plus froid, le niveau des eaux était plus bas. Et donc, la traversée était plus aisée. C'était un pont entre l'Eurasie et l'Amérique. Et là, c'est à partir de ce pont que seraient arrivés les premiers arrivants. Bon, il y a plusieurs controverses dans ces sujets-là. Il y en a qui disent que les premiers arrivants seraient arrivés il y a 30 000 ans. On a des sites qui sont plus ou moins datés. Mais ce qui fait consensus là-dedans, là, c'est qu'il y a environ 15 000 ans. Donc, que les premiers hommes ont traversé de l'Eurasie, donc la Sibérie, vers le continent américain. Okay. Donc, ils sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska. Et à l'époque, il y avait des glaciers à cet endroit. Et donc, il y avait 2 endroits pour descendre. Il y avait un endroit qui passait par la côte est, je veux dire, dans le coin de la Colombie-Britannique. Donc, on suivait la côte. Puis éventuellement, lorsque les glaciers se sont retirés, il y a eu une autre voie de pénétration. C'est ce qu'est aujourd'hui le Yukon puis l'Alberta. Ça, c'est un grand couloir. C'est à partir de ces 2 endroits-là que tous les ancêtres des peuples autochtones actuels ont traversé. Ils ne sont pas arrivés avec leurs chiens au départ. Les chiens, ça se continue. Là, c'est une autoroute, cette affaire-là. Il y a bien des gens qui débarquent. Les chiens seraient arrivés en Amérique du Nord il y a à peu près 9000 ans. Donc, quelques milliers d'années après, quelques millénaires, après l'arrivée des premiers Autochtones en Amérique du Nord. Donc, il y a à peu près 9000 ans, les Autochtones sont arrivés avec leur race de chiens autochtones, domestiqués, probablement dans la région de la Sibérie. Et là, le grand mystère, c'est de savoir, aujourd'hui, sont où ces chiens-là? Mm-hmm. Parce que la majorité tous les chiens d'Amérique du Nord sont de souche européenne, donc occidentale. Mm-hmm. Donc, il y aurait eu quelque chose, un phénomène, possiblement après l'arrivée, en fait, de l'ère colombienne, de Christophe Colomb, Jacques Cartier, tous ces découvreurs, éventuellement la colonisation européenne, autour des années 1500. OK? Ça serait à ce moment-là, en fait, que, on ne sait pas trop. Est-ce que ça serait comme avec plusieurs peuples autochtones, l'introduction de pathogènes, les maladies, la variole, la grippe, des maladies très contagieuses? Mm-hmm. Est-ce que les chiens aussi autochtones ont été contaminés, puis il y a eu une baisse tellement dramatique de la population qui sont morts? Ou il y a une hybridation, en fait. C'est-à-dire que les chiens, entre chiens, et ces 2 voies-là, on peut pas. Il y a un autre. Il y a un vide, là. Il y a un vide. C'est compliqué. Hein? Quand on ne trouve pas toutes les traces, on ne peut pas savoir. Il y a l'autre théorie de savoir, certains diraient que les premiers colonisateurs européens ont aussi activement massacré les chiens parce que c'était surtout pour les chasseurs-cueilleurs. C'était un outil très important pour la chasse, le chien. Puis en tuant les chiens, ça les affaiblit. Donc, tu as ces théories-là. Moi, comme je dis, on ne peut pas prendre position, puis je ne suis pas spécialiste. Par contre, il y a eu des recherches qui ont été faites et au niveau de la génétique. Je ne suis pas généticien, encore une fois. Je vous relate ce que j'ai lu. Et certaines populations de chiens, par exemple, les fameux chiens de traîneau, les fameux huskies, puis je crois que c'est les malamutes, exactement. Ça serait des races de chiens qui se rapprocheraient plus du chien autochtone originel. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un peu plus de génétique autochtone dans ces chiens-là, pour des raisons qui se comprennent d'une certaine manière. 2 choses à comprendre, c'est que autochtone, par exemple, et inuit, c'est pas des synonymes. Je veux dire, les peuples du Nord là, qui vivent dans le Nunavik ou dans le Nunavut ou dans le Yukon, c'est ces peuples, ce qu'on appelait anciennement, et aujourd'hui, c'est rendu
c'est rendu une insulte, là. Esquimaux, là, les fameux Esquimaux, les chiens Esquimaux, là, encore, c'est resté, là. Ça veut dire... Oui. Esquimau voulait dire mangeur de... Mangeur de viande crue. Oui, c'est ce qu'on dit, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on utilise... C'est ça, c'est une connotation. C'est insultant, c'est un peu... Mais faut se comprendre que ces peuples-là, les peuples inuits, c'est pas des peuples autochtones. Ils sont arrivés autour de l'an 1000. Comme les fameux Vikings que tu disais, là, les fameux Européens qui ont traversé l'Atlantique puis qui ont établi des postes là, dans le coin de l'Anse aux Meadows à Terre-Neuve, eux autres sont arrivés de la Sibérie, en fait. Puis ils sont arrivés, il y a eu un point de rencontre autour, justement, du Labrador puis de Terre-Neuve. Mais ces gens-là ont migré, en fait, de Sibérie autour de l'an 1000. Donc, ils sont arrivés avec leurs chiens. Mais il y avait déjà des gens dans le Grand Nord. Il y avait déjà des cultures qui étaient là, des paléolithiques qui étaient là, qui étaient là depuis longtemps. Fait que, justement, ces chiens esquimaux, puis ces chiens malawites et compagnie, c'est probablement là qu'il y a eu un mix. Puis c'est encore plus fascinant, c'est que la trace qui permet de dire ça, c'est une maladie vénérienne du chien. C'est une maladie, c'est un cancer, tu en connais sûrement plus que moi là-dessus. C'est un cancer transmissible par voie sexuelle. Et ce Pourquoi je je le sais pas, là. Moi, je connais pas ta vie, là, mais je veux dire, pour le chien, là, c'est une maladie qui rend les chiens fertiles. J'ai un bémol. Je sais pas. Je veux pas être chien, là. Je te laisse aller, parce qu'il s'en va. Il parle de maladie vénérienne, comme t'en sais plus que... Excusez. Est-ce que tu peux recommencer ton propos? Écoute... Ça serait justement... Regarde, les chiens se sont reproduits entre eux. Des chiens autochtones, puis des chiens qui venaient de Sibérie, puis d'Europe, OK? Et dans cette reproduction, il y a des maladies vénériennes. Et une de ces maladies vénériennes, c'est-à-dire transmissibles sexuellement, c'est une forme de cancer des parties génitales chez ces chiens. Un cancer... c'est quoi, en gros? C'est du matériel génétique qui ne fait pas sa job. Okay? Puis qui devient méchant. Méchant, qui ne fait pas sa job puis qui devient cancéreux. Mais dans cette masse génétique, dans ce virus ou ce cancer transmissible, il y a du matériel génétique. Et c'est à partir de cette tumeur génétique qu'on aurait retrouvé des traces de ces premiers chiens autochtones. C'est-à-dire que la trace dans une tumeur sur des couilles de chien. C'est ça la trace. C'est ça la trace qui permet de dire il y en avait des chiens. Ça, c'est la trace hard, disons. Ça va pas mauvais jeu de mots. Puis, t'as la trace ethnographique, en fait. C'est quoi ethnographique? Ça veut dire... C'est ce que les récits des peuples inuits puis des peuples autochtones qui mentionnent que, justement, mettons les peuples algonquins, par exemple, utilisaient des chiens dans leur chasse, que ce soit au caribou, à l'orignal, etc. Sais-tu comment ils l'utilisaient ou c'est pas c'est ça l'affaire. Là. Ça, faudrait que je fouille un peu plus, mais c'est des récits. Ça veut dire que dans les récits oraux, dans les légendes, dans ce qu'on se transmet parmi les ancêtres ou dans les communautés, on mentionne un accompagnateur qui serait sûrement un chien, en fait, dans la chasse. Et donc ça, c'est, je vous dirais, une trace un peu plus molle. Mais si tu combines une trace dure puis une trace molle, tu as quelque chose, puis tu peux commencer à établir une théorie. C'est intéressant. Fait que les contes et légendes tu dois souvent te relater à ça dans ton travail, qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont mal définies par la science, mais que les contes, les légendes... Est-ce que c'est une source d'information? Bien sûr, tout est une source d'information. Dans mes travaux personnels, on dévie du chien. Là, c'est moins présent. Là. Par contre, il y a ce qu'on appelle des traces imprécises ou des traces incomplètes. Ça veut dire que c'est je sais pas, en termes informatiques, ça va être
Tu as besoin des fois de défragmenter ton disque dur. Tu as des bouts d'informations qui ne sont pas complètes, puis tu as besoin de les replacer. Ben, ça arrive, des fois, tu as des petits bouts d'informations. Puis oui, ça peut être intéressant si tu commences à relever ça. Ben, tu peux aussi trouver ça. Ça, c'est plutôt les ethnologues. Tu disais que tu voulais travailler avec Serge Bouchard. Ben, lui, c'est un anthropologue. Eux, c'est l'anthropologie humaine. Eux, c'est leur matériel de source en grande partie. Ça va être ces récits-là. C'est ça qui les nourrit. C'est ça qui les nourrit. C'est ça. C'est à partir de ça qu'ils travaillent. Un historien, ça travaille en partie. Elle peut travailler là-dessus. Et ceux qui font ce qu'on appelle l'histoire orale. Mais c'est surtout des sources écrites, par exemple. OK. Ouais. Puis le lien entre... en fait, est-ce qu'il y a une ligne relativement claire entre l'évolution du chien qui a pris une place différente? On a les peuples autochtones et... comment tu les as nommés tantôt? Les Inuits. En fait, est-ce que les Inuits sont... Est-ce que c'est ceux qui sont venus de par la Sibérie sont automatiquement tous partis? Non, c'est ça l'affaire. Les Autochtones, tu as plusieurs peuples autochtones. Au Québec, il y a 11 nations reconnues par l'Assemblée nationale. Ben, t'en as encore plus au Canada. Puis t'en as... Donc ça, c'est des cultures qu'on va dire modernes. Ben, imaginez-vous, il y a 15 000 ans, des petits groupes familiaux, je veux dire, peut-être une quinzaine d'individus, par vague, qui vont traverser la Sibérie, puis qui vont se répandre jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Argentine, en Patagonie. Là. Puis ça, assez rapidement, là, en quelques siècles. Là. Okay. Donc, c'est des chasseurs-cueilleurs, ils se répandent. Puis éventuellement, ben, ces groupes familiaux-là, ben, ils vont se réunir, puis ils vont s'installer dans une région. Puis éventuellement, dans ces régions-là, ben, certains vont s'adapter, en fait, aux ressources qui sont disponibles. Par exemple, ceux qui vivent, je sais pas, moi, dans le nord du Québec, ben, c'est davantage la chasse puis la pêche, alors que ceux qui vont vivre dans les coins des Grands Lacs, par exemple, ou dans la vallée du Saint-Laurent, ben, c'est des terres assez fertiles. Et donc, on peut commencer à faire de l'horticulture. La céréale est peut-être plus présente. Ben, la céréale, c'est quoi la céréale de l'Amérique du Nord? On en fait à chaque année. C'est le blé d'Inde. Le blé d'Inde, la courge, puis des haricots. Probablement que toutes ces souches-là différentes qui s'alimentaient de manière différente ont fait des races et des souches possiblement. complètes. En tout cas, relativement différentes. Possiblement. Possiblement, on ne sait pas. C'est ça l'affaire. Là. Ça, c'est là. Il y a des mystères. Ben, tu sais, je te disais, il y avait des sources dures, là, comme je te dis, parler des tumeurs, je t'ai parlé des récits des Autochtones. Une autre source qui est plutôt dure, c'est ce qu'on appelle des sources archéologiques. Alors, c'est plus les anthropologues, c'est les archéologues. Je veux dire que tu trouves un cadavre de chien ou tu trouves des autres chiens enterrés. Tu sais que tu as un chien. On en a trouvé, ça, au Canada, au Labrador, puis en Colombie-Britannique. À ma connaissance, on n'en a pas au Québec. Okay. Peut-être que quelqu'un pourrait rectifier ça. Mais il y en a. Donc, on sait que concrètement, il y a c'est un chien. T'sais. Puis les Français, Christophe Colomb quand il a débarqué, c'est quoi leur lien avec les chiens? Avant qu'ils arrivent ici, quand sont arrivés ici, est-ce que le chien était présent dans cette culture-là? Oui, le chien est présent en Europe au 16e siècle, donc des années 1500, Moyen-Âge auparavant aussi. C'est une bête qui est utilisée surtout dans l'élevage. Hein, tout ce qui est mouton, bovin. Le chien, c'est un bon accompagnateur pour domestiquer d'autres animaux. Ça, c'est intéressant. C'est un omnivore carnivore, là, on ne va pas trancher, mais ça aide à... Vous avez déjà vu ça, là, les gens qui se promènent en Irlande avec des chiens puis qui rameurent des moutons. Ouais. Vous avez peut-être vu ça d'autres avec des chèvres aussi. C'est ça. C'est surtout une utilité. Ça a une utilité comme ça. Ça a une utilité aussi
dans un autre passe-temps très à la mode à l'époque, se faire la guerre. Ouais. Un chien, ça peut être une bête qui est dressée pour renverser un cavalier, par exemple. Hein. Ouais. C'est des grosses bêtes, des chiens de guerre. Comme les mâtins de Naples qui OK, allaient à la ouais, guerre exact. avec les Romains. Ben voilà. Un molosse de 180 quelques livres qui existe encore aujourd'hui, mais qui a de la misère à se déplacer parce que la génétique a fait ce qu'elle a fait. C'est quasiment un mutant. Mais à l'origine, le mâtin de Naples, c'était un chien pour aller à la guerre. Puis, mais est-ce qu'il était assez utile et présent dans leur vie pour qu'ils se donnent la misère de le transporter? Ben, je pense qu'il y a le volet utilitaire. Je vais te donner deux exemples. Mais il y a le volet affectif aussi, puis il ne faut jamais éliminer ça. Là. Qui était présent? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça peut être un compagnon utile aussi, mais ça peut être aussi un compagnon point barre. T'sais. Puis bon, encore une fois, là, il faudrait que je fouille un peu plus là, si, par exemple, Champlain ou Jacques Cartier font mention de compagnons comme ça. Mais. Tu parles dans leur vie. Dans leur aventure, par exemple, d'installation en Amérique du Nord. Bon, gardez ça en tête, puis je te reviendrai. Mais déjà en tête, Jacques Cartier, tu lis Jacques Cartier, là. Lui, il découvre en bouffant l'Amérique. Il débarque, là, puis, tu sais, il y avait dans le golfe du Saint-Laurent, il y avait des pingouins. Il y avait des pingouins au Québec à cette époque. C'est une race qui n'existe plus parce qu'entre autres, les pêcheurs basques puis les pêcheurs français, normands, on les a bouffés. Fait que tu lis Jacques Cartier, puis lui, il découvre le territoire en bouffant tout ce qu'il voit. Il arrive sur une île, puis on a trouvé des oiseaux, puis on les a mis dans des barques. C'était pas très bon, mais on en a mis 500. Ça nous fait des réserves. Puis il débarque à un endroit, des morses. On va manger ça. Jusqu'à les exterminer? Éventuellement, oui. C'est des sources de protéines, donc... puis oui. Il n'y a plus de pingouins en Amérique du Nord. Okay, ils ont fait partie de l'extermination. Oui, ça a contribué, hein, cet échange colombien. Notre truc, c'est, tu savais, la tourte, c'est un oiseau, c'était l'oiseau le plus commun en Amérique du Nord jusqu'au 19e siècle. Il y avait des nuées qui cachaient le soleil. Ces petits oiseaux-là, ça ressemblait à des petites perdrix ou des petits pigeons, des petites cailles. On en a tellement chassé, on étendait des filets, là, puis on les attrapait, ça a complètement disparu. Ça n'existe plus, cette bête-là. Donc, ce rapport à bouffer l'Amérique, c'est un peu. Donc, le chien aussi était sûrement présent pour accompagner ces bouffeurs de viande qui débarquent. Qui aurait, t'amènes des aspects très intéressants. La domestication, je reviens un peu à ce qu'on parlait tantôt par rapport à l'évolution. Puis en fait, la domestication était involontaire et est arrivée par accident. Ouais. Puis, je sais pas si tu as lu là-dessus, mais je crois que c'est la théorie de Rick Oppinger, mais là, je veux pas mêler les choses, mais il disait, en fait, ce qui a fait aussi que ça a facilité la domestication, c'est que, par accident, c'est que le plus... Je vais essayer de bien l'expliquer. Là. En fait, celui qui était le moins peureux, qui venait se nourrir des restants, oui. à l'approche de l'humain, celui qui s'éloigne de 25 pieds, il a assez d'énergie dans ces restants-là pour qu'il continue à rester proche de cette nourriture-là, des restants de l'humain. Mais celui que, quand un humain arrive puis qu'il est à 50 pieds puis qu'il s'éloigne à 1000 pieds, lui est peut-être, de par son côté un peu plus sauvage, c'était peut-être plus payant et bénéfique de continuer de chasser. Tout à fait. Celui qui reste proche, qui, avec les années, se reproduit, fait par accident un chien qui devient dépendant de l'humain. Ce que tu mentionnes là, c'est la sélection artificielle. C'est ça le mécanisme. Pourquoi elle serait artificielle? J'aurais plus dit naturelle.
Non, ben, ça fait partie de la théorie de la sélection naturelle. Mais dans la sélection naturelle, puis là, je vais vraiment t'inviter à parler avec un éthologue ou un spécialiste de l'évolution, évolutionnisme. Moi, je suis historien, je ne suis pas biologiste. Mais en gros, tu sais, tu as la théorie de l'évolution. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est pas juste survival of the fittest. C'est pas juste ceux qui meurent puis ceux qui survivent. Il y a aussi ceux qui sont plus beaux puis qui se reproduisent. Ouais. Puis tu as ceux aussi, tu peux sélectionner. Tu peux choisir des traits. Puis là, quand on parle de chien ou de domestication, ça peut être volontaire ou ça peut être contingent. Ça veut dire qu'on peut sélectionner, comme tu viens d'expliquer, ceux qui sont plus aimables, ceux qui sont plus gérables, qui sont moins sauvages. Ouais. Si on les fait reproduire ensemble, ben, ce trait-là, éventuellement, au fil des générations, ben, il va s'exprimer de plus en plus, jusqu'à donner le petit chien qui veut te coller puis qui te fait des sourires. Tu as l'impression au point où, quand tu regardes un chien ou même un chat, tu as l'impression qu'il y a des émotions humaines. Ouais. Ben, ça, c'est parce qu'il a été sélectionné pour qu'il fasse ça. Alors que ben, le sauvage, celui qui ne survit pas, c'est pas qu'il ne survit pas, c'est qu'on ne le fait pas reproduire ou on ne le garde pas ou on le tue. Ça, c'est le côté plus radical. Il ne reste pas dans la lignée. Ouais. Fait que ses descendants ne se perpétuent pas. T'as-tu une idée de quand l'élevage a commencé à... Ça remonte avant même l'agriculture. C'est ça l'affaire. C'est ça là, ça, c'est un gros débat. Quand est-ce que l'humain a eu la brillante idée, sarcasme, de décider d'élever des chiens, puis de décider, parce que pour moi, c'est une idée de l'humain qui amène ce qu'on a aujourd'hui, là, mais quand on commence à décider des géniteurs, puis là, il y a l'esthétisme, puis tout ça, quand est-ce que l'humain a décidé de prendre en charge, entre guillemets, l'élevage? Est-ce que tu as Écoute, ce que j'en ai compris là, dans mes lectures, là, c'est que la divergence là, génétique entre le chien et le loup, c'est entre 40 000 et 20 000 ans. Fait que tu as un gros terrain de jeu. Tu as 20 000 ans où tu as un entre-deux où tu sais pas trop. Et donc, les traces concrètes, c'est un chien, c'est à peu près 9 000 ans, mais l'étape, c'est ça. Fait que faudrait vraiment voir avec des spécialistes qui sont connus, qui connaissent l'état de la recherche sur ce sujet très spécialisé, mais ça a l'air, ça a l'air encore un sujet ouvert. Donc, s'il y a des aspirants, maîtriseurs ou doctorants que ça l'intéresse, allez-y, vous avez un sujet. Là. Mais d'emblée, dans tes recherches, ça n'a pas été... Cette donnée-là, tu n'as pas sauté dans le Non, ben, ce que j'en ai compris, c'est que c'est encore ouvert comme débat. Par contre, il y a des théories, comme la fameuse théorie commensale que je t'ai expliquée au début, où c'est justement, ça serait par un accident, une contingence, puis c'est comme ça que éventuellement les chasseurs-cueilleurs vont trouver une utilité. Puis ces utilités-là, si on les résume, c'est un système d'alarme. Ouais. C'est un excellent accompagnateur pour la chasse. C'est quand même capable. Il n'y a pas de chasse, par exemple, jusqu'au Moyen-Âge. Il n'y a pas de chasse sans chien. Là. Tu remontes à même plus après le Moyen-Âge, à la période moderne. Là. Donc, Louis XIV, dans ses grandes chasses, là, c'était le chien. Le chien était important, tellement important qu'à Versailles, il y avait une salle pour ses chiens. Wow. Juste pour ses chiens, parce que tu ne peux pas chasser sans chien. Donc, ça c'est une continuité. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, éventuellement un vidangeur. Quand il va y avoir une urbanisation d'un chien, éventuellement un cochon, c'est une utilité. Il y a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Tu disais qu'il y avait des cultures où on mangeait. C'est une source de protéines. On va le dire carrément. Ça peut avoir une utilité. En cas de danger. On peut se nourrir. Voilà. Merci, Fido. Fait que dans le fond, c'est comme par accident. Ouais. On observe qu'il y a des chiens qui ont une tendance plus à. Puis là, probablement qu'il y a une couple d'illuminés qui ont fait reproduisons-le, ceux qui ont tous la même tendance. Et là, probablement que le désastre de l'élevage et que l'humain, le désastre de l'élevage, je sais pas si mon mot... Ouais, c'est ça. Écoute, tu peux poser la même chose, la même question par rapport à
au maïs, au blé, à l'orge. On est en train de prendre une bonne bière, là. Ça n'existait pas dans la nature, l'orge, avant. Le houblon non plus, ça n'existait pas. C'est tous des choses qui ont été sélectionnées de manière artificielle. Pour des bonnes raisons. Ben, que ça soit volontaire ou que ça soit accidentel, c'est qu'à un moment donné, ça devient utile. Ouais. Puis l'objectif de la vie, c'est de vivre puis de se reproduire. Et donc, tu as cet outil-là, ben, tu le reproduis puis tu vas le perpétuer. Puis ça s'appelle la culture. Moi, ça a marché, mon petit gars. Le chien, ça fonctionne. Voici, continue avec ce chien-là. Tu vas pouvoir avoir de la bonne chasse. Puis là, ça se perpétue. Probablement que ce qu'on a mal compris puis qu'on réalise aujourd'hui, c'est que on multiplie les traits qu'on veut sélectionner, mais on multiplie les torts aussi génétiques. Fait que là, rendu en 2022-2023, les torts génétiques sont très présents. Et les chiens n'ont jamais été aussi mal en point qu'aujourd'hui. Puis là, qu'on parle de chien de race ou qu'on parle du fameux, le mythe du chien bâtard qui est plus fort, de Perron, qui est plus fort génétiquement. C'est drôle, on a reviré ça à l'envers. Dans le temps, c'est comme si on a créé les races, puis là, ça, c'est plus fort. Génétiquement, là, on en prend le contrôle. Là, à un moment donné, ça se dégrade. Puis là, on en vient au mythe de... Le bon vieux bâtard, il vivait bien plus vieux, il était bien plus fort. Écoute, là, tu nous amènes... tu nous fais faire un saut temporel là, vraiment important. Retour vers le futur. Oui. On prend la DeLorean, puis on va 2000 ans, de 10 000 ans après de ce que je te parle. On parle vraiment là, de avant-hier, on parle du 19e siècle. Ce que tu viens de décrire, en fait, c'est une tendance qui se développe à peu près au même moment que la théorie de l'évolution, justement, de Darwin. C'est-à-dire au milieu du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle l'époque victorienne. Ouais, puis là, c'est un sujet... Ouais. Puis là, tu as plusieurs sujets avec l'histoire des animaux qui se développent à ce moment-là. Et la sélection, la volonté d'avoir la race pure de chiens, puis d'y voir... Puis la plupart des races de chiens qu'on a, là, que ce soit les plus petits ou plus gros, à part des races qu'on dit, je sais pas, je pense que c'est rustique, c'est ça? Tu parlais du truc de Naples, là? Oui, Mountain Nap, ou si on prend le husky, l'Alaskan, l'Alaskan, il est un mélange de plein de races, mais le malamute, là, on va parler de rusticité. Bon, c'est ça que c'est quand même, il y a eu une sélection qui a été faite il y a beaucoup plus longtemps, puis bon, c'est un peu plus, c'est une histoire qui se développe sur un peu plus de temps. Mais la majorité des races actuelles, ça remonte à peu près au milieu du 19e siècle. Parce que tu as eu l'invention de cette magnifique chose qui s'appelle les concours canins. Les aristocrates britanniques, français, allemands s'emmerdaient et pour se désennuyer, ils vont commencer des fameux élevages. Oh. Ça me déçoit. Ce que j'entends. Je suis désolé. C'est souvent, c'est un peu ça. Wow. C'est un peu ça l'histoire. C'est un peu décevant, mais le chemin est plus intéressant que la réponse. J'ai une question qui est... En fait, c'est un commentaire venant d'une question de Jonathan qui travaille sur le chien chaud. Mais Mathieu, comment on est parti du loup puis on a pu arriver à un chihuahua? Ah ben voilà, l'aristocratie puis la volonté de faire du cash éventuellement, parce que ça vaut de l'argent, là, mais ouais, c'est ça. Puis, un peu ça. On répondra malheureusement pas à Jonathan aujourd'hui avec précision. Malheureusement pas. Mais ce que je peux ajouter sur ce sujet-là, c'est que le chihuahua, c'est un chien de provenance mexicaine qui servait à peu près à rien. Sauf que ça rejoint un peu ton idée des aristocrates qui s'emmerdaient. Ça servait d'offrande aux dieux. Ah ben voilà. Fait que, OK. C'est intéressant. Par exemple, les Danois aussi, les grands Danois, les grands chiens qui étaient juste là pour... c'était... un symbole de noblesse. Fait que tu sais, le Danois Scooby-Doo, là, qui est un peu dingo, là. Puis on regarde des séries télévisées, souvent, là, quand on présente des choses dans le temps Abbey ou machin, là, on va mettre souvent ces races nobles, tu sais, qui servent à rien, qui bougent pas, qui ont la misère à bouger. Puis là, je dis pas que je les haïs, tirez-moi pas des roches, je juste dis qu'ils servaient pas
autant, par exemple, moi qui a déjà chassé avec le Ils n'ont labrador, pas, ils n'ont pas la même utilité. ils n'ont pas été instrumentalisés pour faire. Ils ont été instrumentalisés pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire être beaux, puis faire peur, puis voilà. Exact. Contrairement au berger allemand qui a été développé par l'armée allemande pour en faire un bon soldat. Exact. Mais c'est fascinant aujourd'hui de voir comment... Caniche pour les canards. Ouais, les gens oublient que le caniche royal, c'est un chien de chasse pour le canard. Puis les pompons là, servaient d'espèce de swim-aid exact. pour aller plus vite dans l'eau. Puis au bout de la queue, c'était le gouvernail. Mais à l'origine, le caniche royal, c'est un chien pour la chasse à l'eau. Fait qu'on a un peu perdu... C'est facile de l'entendre, en tout cas, dans les joncs puis des jonquilles. J'oublie le nom du... Il y a un show américain que... C'est des rednecks, là, qui vont chasser dans les joncs, puis tout ça. Puis là, il y en a un qui est le plus redneck de la gang, le mononcle, là, avec la grosse barbe, puis tout ça, qui va chasser avec son caniche royal blanc, qui a peinturé la canette rose. Il va le repérer rapidement dans les quenouilles. Le camouflage, c'était pas sa force. Mais... C'est le fun que ça soit quand même remis en valeur. Lui, il a trouvé un bon spécimen encore qui existe chez le caniche royal, puis là, il va chasser avec son chien, c'est très drôle. Mais je ferme cette parenthèse-là, mais je pourrais faire du millage là-dessus. Mais en résumé, je pense que je nous ai lancé plein de pistes intéressantes. On a ouvert pas mal de pistes. Je t'invite à faire des petites recherches là-dessus, puis on va se revoir. Moi, j'aimerais ça qu'on provoque une rencontre avec Mylène, qui travaille sur le chien chaud aussi. Sûrement des choses, des précisions à donner. Là. Des questions à poser, toi des questions à y poser, moi je pense que notre dynamique serait vraiment intéressante. C'est clair. Puis je travaille fort pour l'avoir, mais son emploi du temps est très chargé, mais c'est une évidence. Boucard Diouf, qui est biologiste et un conteur. Ouais, magnifique. J'adore Boucard dans toute sa splendeur et son intelligence. Est-ce qu'on peut ne pas l'aimer? Si on ne l'aime pas, faudrait le voir. Je suis convaincu que Boucard va venir s'asseoir avec nous autres. Génial. Puis j'ai Mylène qui est retournée à l'école. Mylène, c'est un rat de laboratoire, elle est bien à l'école. Puis elle a fait la rencontre d'un de ses professeurs qui est Jacques Forget, qui est biologiste puis qui est spécialisé dans la domestication. OK. Fait que je pense que faut percer ça parce que moi, pour devenir meilleur, moi, dans ma réflexion par rapport aux chiens domestiques qu'on a aujourd'hui dans notre société, faut que je fasse... J'allais parler au passé, mais c'est pas fini, cette exploration-là. Tu sais, avec toi, là, on commence là, à parler de l'histoire, puis de l'utilité, puis du comment c'est transformé, puis tout ça. Puis qu'on comprenne mieux ce qu'on leur demande aujourd'hui à ces chiens-là, puis leur rôle, puis qu'on comprenne l'élevage, qu'on comprenne la façon qu'on les nourrit. Puis juste être plus informé va faire de nous autres une société qui va mieux cohabiter avec les chiens, je crois. Entièrement. L'information puis de la culture, c'est jamais de mauvais. Puis je m'en suis fait un mandat. Génial. Je suis bien content de te rencontrer. C'était la main. Belle rencontre. C'était la première, mais non la moindre. On remet ça. Merci infiniment, Mathieu. Merci à toi, Mathieu. À bientôt. Bye. Le chien chaud.